Bien, bonsoir à tous. Alors, du coup, je vais rester sur l'estrade puisqu'il va falloir que je commande le clavier comme ça. Donc, merci de l'invitation. Alors, on m'a donné une tâche pas toujours évidente, c'était de faire une introduction pour un peu expliquer. Ah ben voilà, super. Du coup, je vais pouvoir bouger. Moi, j'aime bien bouger quand je parle. Qui va un petit peu présenter l'importance des données. Alors, je vais commencer pour dire félicitations pour l'initiative, parce que c'est certain que les gens qui vont sortir avec cette diplomation, enfin, je sais pas exactement le titre que ça va porter, mais sur le marché de l'emploi, je pense que normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, vu la demande sur ce type de profil. Donc, comme ça a été mentionné, je travaille à l'Agence du numérique, qui est donc une société de droit public, une société anonyme de droit public qui travaille pour le gouvernement wallon, comme son nom l'indique, dans le domaine du numérique, et essentiellement aujourd'hui dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia. Et je suis aussi maître de conférence à HEC Liège, où, surprise, j'ai des cours liés au numérique et spécifiquement au digital business. Vous allez voir quelques slides en anglais, donc j'ai pas pris la peine de les traduire, mais normalement ça ne devrait pas causer de problème, qui sont issus de ce cours. Et donc j'ai un peu parcourir, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter pendant un quart d'heure pour introduire cette conférence. On va démarrer par la Wallonie, je vais faire un petit tour avec un certain nombre de grands constats que je voudrais partager avec vous à propos des données, et puis on reterminera par la Wallonie. Donc comme indiqué, on va commencer par Digital Wallonia. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que j'aime bien de souligner, quand je parle surtout en Wallonie de numérique, que oui, en Wallonie, nous avons une stratégie pour le numérique. Toujours un peu facile de dire en Flandre, en France, que sais-je, etc. Nous avons une stratégie qui est opérationnelle maintenant depuis, que je ne dise pas de bêtises, 6 ans, qui s'appelle Digital Wallonia, son nom est peu ambigu. Et pourquoi est-ce que je vous en parle 2 minutes pour démarrer ? Parce que c'est une stratégie, c'est une marque, c'est un branding, c'est une plateforme. Et on en est très content parce que, historiquement en parlant, c'est la seule stratégie publique wallonne qui a été conçue au départ sur base de données. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans le cadre de Digital Wallonia repose sur une gestion de la donnée et sur une capacité à représenter, à montrer ce qu'on fait, à la fois les actions, les acteurs impliqués, les écosystèmes, les résultats, les KPI, enfin tous ces termes merveilleux qu'on a quand on fait une stratégie. Et donc cette vision d'intelligence territoriale, c'est quelque chose qu'on a beaucoup poussé. Je mentirais en disant que c'est quelque chose qui est aujourd'hui mainstream, pour parler anglais, dans la gouvernance publique, mais c'est quelque chose qu'on pousse énormément et je tenais à le souligner. Alors maintenant, pour parler données, je voulais revenir avec vous sur finalement le grand truc qui m'occupe et qui nous occupe à l'agence du numérique, c'est la transformation numérique. Alors, vous savez que j'ai mis le terme énergie là. C'est souvent une question qu'on pose de dire les ordinateurs, c'est là depuis des décennies, on est en code, on a des listings informatiques dans les banques, etc. depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que la transformation numérique se déroule avec tant de force aujourd'hui ? Alors il y a 36 modèles qui expliquent ça. Il y en a un que nous, on promeut pas mal au niveau de l'agence et que j'utilise du coup dans les cours que je donne à HEC. Ça se passe aujourd'hui parce que d'abord on a un moteur incroyable. Avec le cloud computing aujourd'hui, on a la plus grosse machine, le plus gros moteur dont l'humanité ait jamais disposé dans n'importe quel domaine, qui est totalement standardisé, dont la puissance est totalement illimitée, Amazon, Microsoft et compagnie. Donc on a ce moteur fantastique. Je reviendrai sur les datas pour finir. On a aujourd'hui un environnement, un monde qui est lui-même complètement connecté. Et c'est à dessein que je parle d'Internet des objets, parce que l'Internet des objets aujourd'hui est le plus gros producteur de données. Vous allez courir avec votre GPS, vous produisez des données, etc. Donc cette production de données, cette digitalisation du monde est une des forces de la transformation numérique. Ensuite, c'est aussi, et c'est important par rapport aux données, la première fois qu'on est dans une révolution qui est en partie activée par les gens, puisque que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec les objets connectés, peu importe, ce sont les gens qui sont les créateurs de données. Et pour terminer par la donnée, je sais qu'il y a une comparaison qu'on utilise souvent, qui pour moi est erronée, c'est de dire que les datas, c'est l'or noir du 21e siècle. Je ne crois pas que les données soient comparables au carburant, parce que le carburant, quand on le consomme, on produit de la pollution et rien d'autre. Les données, c'est l'inverse. Plus vous utilisez les données, plus vous produisez des données, plus vous produisez des données, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc les données ne sont pas quelque chose qu'on consomme et qui fait de la pollution. Les données, c'est quelque chose qu'on consomme et qui produit d'autres données. Ça, je pense que c'est fondamental. Et donc la place de la donnée dans la transformation numérique est absolument essentielle.
Et évidemment, quand on parle données, le step qui suit, c'est aussi un de ces grands buzzwords d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle. J'y reviendrai un petit peu plus tard. L'idée que c'est pas parce qu'on a beaucoup de données qu'elles sont forcément très utilisables. L'intelligence artificielle, finalement, c'est donner du sens à la donnée, mais je vais y revenir. Alors, ce que je trouve intéressant avec les données, c'est l'idée qu'en les utilisant, surtout avec le volume dont on dispose aujourd'hui, on peut avoir un point de vue qui change par rapport aux choses. Ça me semble vraiment important. Alors, les plus futés d'entre vous et les autres aussi ont reconnu sur la gauche un homme bien connu qui a reçu un jour une pomme sur la tête qui s'appelle Isaac Newton et qui a inventé une équation célèbre de la gravité. Et sur la droite, une représentation assez typique de quand on dit intelligence artificielle, on cherche sur Google, on trouve ce type d'image. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, le monde de la donnée et de l'intelligence artificielle nous fait changer de paradigme par rapport à la manière dont on voit le monde. C'est pour ça que je vous parle d'un autre point de vue. Isaac Newton, il a créé une équation. Les équations, le principe, c'est d'avoir quelque chose qui permet de comprendre pourquoi les choses se passent. Aujourd'hui, avec les données, on en a tellement, et on a une telle capacité d'analyse de ces données qu'on est capable de détecter des choses, de prédire des choses, sans nécessairement comprendre pourquoi elles se déroulent. On n'a pas nécessairement l'équation qui permet de comprendre pourquoi ça se passe. Mais on est capable de comprendre que ça se passe et voire même comment ça va se passer. Et je pense que ce changement de paradigme, il est fondamental. Ça veut dire aussi pour les entreprises que les données qu'elles produisent dans le cadre d'un business qu'elles comprennent, quelque part leur équation historique, peuvent demain devenir les sources d'un business qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne comprennent pas et qu'elles doivent peut-être inventer. D'où ce changement de point de vue. Exemple que j'aime bien de prendre, vous connaissez tous Fitbit, enfin il y a d'autres outils de ce type-là, mais qui sont les bracelets connectés pour courir, qui captent des données. C'est un outil qui a été créé au départ. Pourquoi? Pour capter les informations sportives. Tout le monde, c'est les gens qui font du vélo, de la course, on aime bien connaître notre vitesse, l'accélération, la moyenne, etc., etc. Et tout d'un coup, quand vous prenez ces données qui sont au départ des données sportives, que vous les analysez, que vous les posez sur une carte, en l'occurrence aux États-Unis, vous avez les rythmes cardiaques, la fréquence de course, la distance, etc. Tout d'un coup, ces données de sport deviennent des données de santé. C'est-à-dire que vous voyez quelles sont les villes aux États-Unis où les gens sont en meilleure santé parce qu'ils font beaucoup de sport. Et donc, si vous mettez ces données-là soudainement dans les mains d'un acteur comme Google qui a racheté Fitbit, vous vous trouvez avec un acteur qui a une vision sur la santé des gens. Et si vous transférez ces données dans une compagnie d'assurance, Dieu sait ce qu'on peut en faire. Pour l'anecdote, l'Europe a interdit à Google d'utiliser les données dans le domaine de la santé pendant 10 ans, je pense, de mémoire Fitbit. Donc c'est un bel exemple de voir les données autrement. Je vous disais par rapport à l'intelligence artificielle, cette capacité d'analyser des données et de voir des choses sans nécessairement comprendre pourquoi. Exemple, aujourd'hui, les recherches qui sont faites pour trouver quels autres virus, pour faire allusion à quelque chose qui nous a beaucoup occupé ces derniers temps, venant d'animaux, pourraient nous infecter, nous. Ce sont des analyses de masse de données. On ne comprend pas nécessairement pourquoi ça se passe, mais on comprend ce qui se passe. Alors, après, il y a deux points de vue par rapport à la donnée. Et une des raisons pour lesquelles on fait ce bachelier, j'ai bien compris, c'était bien celui-là, c'est évidemment de permettre aux organisations, aux entreprises de gouverner par la donnée, de faire du business par la donnée. Alors, je crois que quand on commence à travailler avec de la donnée dans n'importe quelle entreprise, alors en Wallonie, il faut savoir qu'on a beaucoup de très petites entreprises, plus de 90% des entreprises wallonnes ont moins de 5 personnes, ça veut dire qu'il n'y a pas dans ces entreprises quelqu'un qui s'occupe du matin au soir de la donnée, etc. Donc, il y a un manque de maturité des organisations et des entreprises par rapport à la donnée, mais c'est quelque chose qui est par étapes. Ça ne sert à rien d'essayer de faire de l'intelligence artificielle si on n'est déjà pas capable de savoir quelle est la liste de ses clients. Je pense que ces 4 étapes sont très importantes. La première chose qu'on doit être capable de faire avec des données, c'est de décrire la situation dans laquelle se trouve son organisation. Est-ce qu'on dispose des données qui permettent de représenter, j'aime bien ce terme, de représenter la situation de l'entreprise? Mes clients, mes produits, mes factures, etc. Deuxième élément, est-ce que j'ai des données qui me permettent de comprendre pourquoi la situation est comme ça? J'ai un produit qui marche bien, un autre produit qui marche moins bien. Est-ce que j'ai des données, trafic sur mon site web, retour de clients, problème de panne, que sais-je, etc. Est-ce que j'ai des données qui me permettent de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là? Et puis on passe, j'allais dire, dans un autre monde. C'est est-ce que j'ai des données qui me permettent éventuellement de comprendre comment ça va se passer? C'est-à-dire que si je lance un produit ou si je transforme un produit, est-ce qu'il va fonctionner ou pas? Et le dernier stade, c'est finalement une prescription. Donc, par exemple, au niveau politique, ça voudrait dire, je vous propose d'injecter l'argent public dans tel domaine plutôt que dans tel autre, parce que j'ai fait tourner des algorithmes et je vois que si on fait ça, l'effet levier sera, etc., etc. Très peu d'organisations sont aujourd'hui capables de faire ça, et on ne va pas faire de la prescription ou de la prédiction tant qu'on n'est pas capable de faire de la description.
Là, je pense que ces étapes-là sont absolument fondamentales. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Alors, un exercice qui est toujours intéressant, c'est quelque chose que je vais faire à mes étudiants en travaux de groupe, c'est par rapport à cette représentation. Finalement, une entreprise, c'est quoi? C'est un système d'information interne. C'est ce qui est à droite, les employés. C'est le système d'information des clients, parce qu'aujourd'hui, ils ont un système d'information, ils ont leurs applications, ils ont les réseaux sociaux, ils ont des objets connectés, ils transfèrent des données vers l'entreprise ou vers l'organisation. Il y a tous les partenaires, les écosystèmes autour de l'entreprise ou de l'organisation, et puis, de plus en plus, si on prend le cas des bus, par exemple, je parlais des techs il y a 5 minutes, ce sont des objets connectés qui fournissent des données. Le challenge, finalement, pour les organisations, c'est d'arriver à mettre un truc au milieu qui s'appelle une plateforme de data et d'analyse de données. C'est-à-dire d'être capable d'intégrer les flux de données venant de l'ensemble de ces différents systèmes en un seul outil qui devient une espèce de représentation purement donnée d'une organisation. Donc, le challenge, c'est celui-là. C'est de dire si l'entreprise ou l'organisation physique disparaît, est-ce que je suis capable d'avoir une représentation de cette organisation par la donnée? Ça, c'est un vrai challenge. Alors, je vous montre ici un travail que nous, on fait par rapport à cette représentation. Donc, je reviens un peu sur Digital Wallonia, puisque un des boulots qu'on fait avec la plateforme, c'est de représenter le secteur du numérique. Donc, voilà, on essaie de faire ce qu'on prescrit. Et pourquoi est-ce que je mets ce tableau? Parce que c'est une taxonomie. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations aujourd'hui souffrent dans la gestion de leurs données pour la question de la qualification de la donnée. Et donc, on ne peut pas faire de la gestion de données aujourd'hui sans avoir une réflexion sur la taxonomie qui permet de qualifier les données. Donc ça, par exemple, c'est la taxonomie qu'on a mis en place pour décrire l'offre de produits et services du secteur du numérique en Wallonie. Et on l'utilise pour qualifier des entreprises, des événements, des personnes, des publications, des études, etc. Ce qui permet par après de dire, tiens, si je veux voir tout ce qui se passe sur tel ou tel produit, j'ai une espèce d'aspirateur, rien qu'en utilisant un élément de la taxonomie. Et en fait, l'évolution qu'on voit, les slides sont là plus pour l'information, mais le terme à retenir, c'est cette logique de data fabrique. Chaque organisation aujourd'hui, chaque entreprise doit s'imaginer demain comme une fabrique à données. Et la fabrique à données, c'est cette intégration dont j'ai parlé de l'ensemble des flux de données qui fait qu'en permanence, les responsables de l'entreprise disposent d'une forme de table de mixage, un peu comme en musique, on monte les aigus, on diminue les basses, on augmente la batterie, on diminue la guitare. On a une table de mixage instantanée, en temps réel, qui permet de gérer l'entreprise. Alors c'est une étape qui est pas évidente pour toutes les boîtes, mais c'est vraiment l'objectif à atteindre. Alors, gouvernance par la donnée, et puis alors là, très important, et c'est un élément fondamental, il y a la gouvernance de la donnée, ce qui n'est pas la même chose. Alors, l'exemple typique, c'est on prend souvent avec les voitures, mais prenez un avion, par exemple. Vous savez que les avions, ça produit des terras de données chaque fois que ça vole, etc. Finalement, il y a une vraie question qui peut se poser, c'est qui est propriétaire des données qui sont créées par les moteurs des avions? Est-ce que c'est le fabricant du moteur? Est-ce que c'est le fabricant de l'avion? Est-ce que c'est le propriétaire de l'avion? Est-ce que c'est l'opérateur de l'avion? Ces questions-là, aujourd'hui, quand on produit beaucoup de données et qu'on interchange des données avec des clients, avec des partenaires, la question de la propriété de la donnée et de la responsabilité de la donnée, je pense que c'est une question qu'on doit toujours garder en tête. Et à l'inverse, on pourrait se dire, est-ce que ça a encore de l'importance? Quand un étudiant, ça arrive souvent, on tape des mots-clés, ou nous aussi, mais prenons le cas d'un étudiant, on tape des mots-clés pour trouver des infos sur Google, à la limite, il se fout pas mal de savoir qui est propriétaire des données qu'il va récupérer. Il va trouver des images, il va trouver des textes, il va trouver des études. Dans un premier temps, ce qui l'intéresse, c'est l'information. Donc il y a un peu aujourd'hui, je pense, un vrai débat et une vraie question. Il faut reconnaître que l'Europe est très active dans ce domaine-là pour nous protéger par rapport à on va dire, des pirates de la donnée. Mais la question de la propriété de la donnée et de l'usage qu'on fait de la donnée est évidemment centrale. Et j'imagine qu'il y aura dans la formation qui est organisée des points sur ces éléments-là. Et donc, on a une responsabilité par rapport à ça. Je reprends mon exemple de Fitbit tout à l'heure avec les bracelets connectés, les données sportives. Comme ce sont des données sensibles, il y a une vraie responsabilité. Il y a 5 points qui me semblent importants. C'est de se dire, faire de la donnée et de l'intelligence artificielle sans garder au cœur de sa pensée les gens et le bénéfice social, je pense que c'est une erreur. À terme, ça risque d'être dangereux. Donc, si on fait des choses, ça doit quand même être au bénéfice des gens, des citoyens, de la société. 2, il faut qu'on ait évidemment une attitude honnête. Alors, ça paraît évident de dire ça, mais par exemple, si je produis des données sportives et que je les transfère à une compagnie d'assurance qui tout un coup me dit « Ah tiens, je viens de recevoir les données de votre bracelet connecté, là, vous courez pas des masses, hop, je monte votre assurance santé. »
C'est pas très honnête, puisqu'au départ, moi, je voulais simplement savoir à quelle vitesse je courais. Ça doit être explicable et transparent, surtout dans tout ce qui est IA. Qu'est-ce qu'on fait avec mes données ? Pourquoi on les utilise ? Comment on les utilise ? Où puis-je voir les règles de fonctionnement ? Évidemment, la sécurité, ça paraît enfoncer une porte ouverte, mais je pense que vous aurez compris avec ce qui se passe, par exemple, dans les hackings d'hôpitaux, que c'est un domaine extrêmement important. Et il faut un responsable, comme je le disais tout à l'heure avec l'avion. S'il y a un pépin, il y a un algorithme de reconnaissance faciale pour une application, l'algorithme se gourre, qui est responsable ? La caméra qui a filmé le visage, le gars qui a développé l'algorithme, enfin que sais-je. Donc ces questions de responsabilité sont fondamentales. Et une manière aussi de capitaliser sur la donnée, parce que quand on a des millions de données notamment, c'est pas évident à comprendre. Déjà un tableau Excel, on est quand même peu à se dire youpi, je vais consulter un tableau Excel, c'est absolument extraordinaire comme expérience. La visualisation est quelque chose d'absolument fondamental. Je prenais un exemple que j'ai trouvé super intéressant, c'était aux États-Unis lors de l'élection présidentielle Biden-Trump. C'est The Economist qui avait proposé un tableau qui agrégeait tous les sondages qui étaient faits en temps réel dans tous les États aux États-Unis pour sortir cette représentation, qui est intéressante puisqu'en bas on a une tirette qui montrait depuis le bleu intense à gauche jusqu'au rouge intense à droite comment les États allaient voter. Mais ce qui surtout c'est intéressant, la représentation au milieu avec les bulles, puisque une fois que l'élection était terminée, certains supporters de Trump disaient si on colore tous les États des États-Unis avec la couleur du gagnant, regardez, la quasi-totalité de la carte américaine est rouge. Oui, sauf que les États n'ont pas tous la même importance. Et donc la représentation par bulle de taille donne une toute autre lecture du résultat de l'élection ou de la prédiction de l'élection que de colorier le Colorado ou la Californie en rouge ou en bleu, évidemment. Donc la data visualisation me semble un élément fondamental. Ça permet aussi de voir des choses qui contredisent peut-être des trucs auxquels on croit dur comme fer. Par exemple, la déforestation. Alors, comme vous le voyez, la partie brune au-dessus, c'est je ne sais plus quelle est la description, il y a un truc quelque part qui l'explique, mais bref, ça permet de voir ce qu'est réellement la déforestation en termes quantitatifs. Elle a toujours lieu, mais on voit qu'elle ralentit. Alors que si on pose la question, tout le monde aurait tendance à dire ça s'accélère. La data, ça permet aussi de voir le monde tel qu'il est et pas tel qu'on pense qu'il est parce qu'on a une idée préconçue sur certaines choses. Alors nous, on le fait aussi, donc je reviens toujours sur Digital Wallonia, comme je vous l'ai dit, on analyse le secteur du numérique. Ça, c'est intéressant, c'est une représentation par grosse bulle, par gros bundle de produits, de la répartition des entreprises du secteur du numérique en Wallonie. Vous voyez le software, services, etc. Et tout au-dessus à droite, ce qu'on appelle les technologies avancées, qui représentent à peu près 20% du secteur. Et ça, c'est les entreprises. Et si vous faites la même représentation, mais avec les centres de recherche, vous voyez que la représentation est très différente. Et on a utilisé ça quand la Wallonie a dû se positionner sur des technologies de spécialisation dans le cadre de la S3, qui est un projet européen où chaque région reçoit des financements en fonction de spécialisation qu'elle donne. C'est grâce à ces analyses qu'on a pu croiser le nombre d'entreprises disponibles dans des technologies et là où se déroulait la recherche appliquée, c'est-à-dire là où on savait qu'il y a des choses qui allaient arriver au niveau de la Wallonie. Donc de nouveau, cette représentation visuelle, cette manière de voir les données est quelque chose de très pratique, je vais dire, pour montrer ça à un ministre, c'est plus parlant que de lui expliquer avec des tableaux Excel et des feuilles et des données et que regardez, il y en a autant. Non, il faut montrer, il faut expliquer les choses par le visuel. Enfin, j'en ai presque terminé, je me permets cette petite blague sur la taille. La taille n'a pas beaucoup d'importance. Sur l'intelligence artificielle, il y a aussi un mythe qui veut que mon entreprise est trop petite, mon organisation est trop petite, l'IA c'est pas pour moi, j'ai pas assez de données. Ce n'est pas vrai. On ne va pas lister toutes les qualités de données, mais fondamentalement, ce qui compte au départ, c'est la qualité des données. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas faire des algorithmes d'intelligence artificielle avec 25 données, mais si vous avez 3, 4, 5 000, 6 000, 10 000, 20 000 données, c'est des chiffres très petits, du moment que les données soient des données de qualité, vous êtes capable d'en faire quelque chose. Les caractéristiques sont connues, l'intégrité, la consistance, la disponibilité, etc., etc. Ce qui compte fondamentalement par rapport à finalement cette nouvelle étape de l'intelligence artificielle, fondamentalement, comme je l'ai dit, c'est toujours à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que je vais faire de l'intelligence artificielle, pas faire de l'intelligence artificielle pour le plaisir? Use case. Dans le cas de mon entreprise, à quoi ça pourrait servir? Par exemple, et j'en parlerai dans les derniers slides, on a lancé des appels à projets là-dessus. On a eu des quincailliers
qui ont fait des applications d'intelligence artificielle pour la gestion des stocks. C'est-à-dire que dans les quincailleries, il y a un nombre absolument invraisemblable de pièces différentes et que la gestion de ces stocks est très compliquée. Et grâce à une application d'intelligence artificielle, ils ont optimisé ces stocks. 2, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il faut des compétences. Pas de compétences, pas d'intelligence artificielle. Après, on choisira les techniques de machine learning, etc., enfin toutes les techniques qui existent pour faire fonctionner, et on va mettre en place l'organisation. Et au centre de tout ça, le 3e point, ce sera l'usage des données que vous avez dans l'entreprise. Et pour terminer, je reviens sur Digital Wallonia. Vous dire que si ça vous intéresse, parce qu'au-delà des cours, etc., il y a dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia un programme dédié à l'intelligence artificielle qui s'appelle Digital Wallonia for AI, qui fonctionne essentiellement sur base d'appels à projets. On a déjà plusieurs centaines d'entreprises qui ont participé à ces appels à projets, qui sont thématiques, où on réunit systématiquement l'offre, la demande et la recherche. Parce que vous êtes une entreprise quincailler, vous n'êtes pas spécialiste en intelligence artificielle, on vous met en contact avec, ou vous rentrez un projet avec un partenaire technique, voire un partenaire de recherche pour monter le projet et pour essayer l'intelligence, donc faire le use case à l'intérieur de votre entreprise. Juste pour information aussi, c'est la vue détaillée du slide qui était, si je remonte un petit peu la bulle qui était au-dessus à droite des technologies avancées au niveau du secteur du numérique. Ça, c'est la vue un peu en zoom. On croit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font ça en Wallonie, comme vous le voyez. Alors le slide date un petit peu en termes de chiffres, mais il y en a plus de 150 d'entreprises qui font de l'intelligence artificielle, donc qui produisent, qui sont acteurs de l'offre en matière d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui compte. Les data analytics, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets sont des domaines forts du secteur du numérique en Wallonie. Et enfin, juste pour information, je voulais faire des slides là-dessus, mais ce serait trop long. Vous savez que les données, c'est aussi des données publiques qu'on peut ouvrir. Il y a aussi un autre programme au niveau de Digital Wallonia qui s'appelle Wallonie as a Service, dans lequel il y a la partie, ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire comment le secteur public ouvre ces données pour que d'autres acteurs, des entreprises, etc., développent des applications avec, par exemple, dans le domaine de la mobilité ou du tourisme, pour prendre deux cas un peu classiques. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Vous avez mes coordonnées là. Je pense que la présentation sera mise à votre disposition. Et de toute façon, comme je suis, je pense, dans la table ronde, je pourrai éventuellement répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention.